Ce n'est pas une information de dernière minute. Ce n'est pas un scandale. Ce n'est pas une seule élection, ni un seul pays, ni un seul dirigeant. C'est l'histoire d'un système qui a appris à gouverner sans jamais montrer sa main. Pendant des décennies, le pouvoir était bruyant. Il ressemblait à des troupes, à des missiles, à des drapeaux plantés sur des terres étrangères. Ce n'est plus à cela que le pouvoir ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, le contrôle circule en silence à travers des tableurs, à travers des contrats, à travers des infrastructures qui ne font jamais la une des journaux télévisés. Et une fois que la survie d'un pays est câblée dans ce système, la force devient inutile. On n'a pas besoin d'envahir un gouvernement qu'on peut débrancher financièrement. Ce basculement a déjà eu lieu. La plupart des gens ne l'ont pas vu. Parce que cela ne ressemblait pas à une crise. Si vous voulez comprendre pourquoi les prix bougent, pourquoi des gouvernements coopèrent soudainement, pourquoi la paix peut sembler si fragile, il faut voir cela clairement. Restez avec moi. Parce qu'une fois que vous voyez le mécanisme, vous ne pouvez plus ignorer où il mène. Et ce qui vient ensuite est le moment où cela cesse d'être abstrait. Ce qui fait réellement tourner ce système aujourd'hui, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la diplomatie, ce n'est même pas la force, c'est la dépendance, pas la dépendance spectaculaire. La dépendance silencieuse, celle qui ressemble à de la coopération. Un pays n'a pas besoin d'être occupé pour être contrôlé. Il lui suffit d'une seule chose dont il ne peut pas se passer, et d'un gardien placé entre lui et cette chose, les revenus, l'énergie, l'accès. Lorsque ces flux sont externalisés, la souveraineté devient conditionnelle. Les décisions cessent d'être politiques. Elles deviennent techniques. La conformité déguisée en optimisation. C'est pour cela que le centre de gravité s'est déplacé des généraux vers les bilans financiers. Pourquoi l'infrastructure compte plus que les frontières? Pourquoi la pression la plus puissante s'exerce loin des caméras? Le système ne demande pas de loyauté. Il ne demande même pas d'accord. Il demande de l'alignement, où les lumières s'éteignent. Une fois ce cadre en place, tout le reste devient négociable. Les droits, les politiques, la stabilité. Et cela nous amène au glissement, que la plupart des gens n'ont pas remarqué, parce qu'il s'est produit assez lentement pour paraître normal. La pression de maintien reste élevée. Aucune fermeture, aucune rupture visible. Les changements les plus dangereux ne sont pas annoncés. Ils sont normalisés. Avant, la pression ressemblait à une confrontation. Des sanctions, des menaces, des délais. Tout le monde pouvait la voir. Tout le monde pouvait y réagir. Aujourd'hui, la pression ressemble à de la maintenance. Des pipelines à réparer, des installations à moderniser, des revenus qui doivent continuer à circuler. Avant, la perturbation était l'arme. Aujourd'hui, c'est la continuité. Voilà le basculement. Quand un système est fragile, la stabilité devient un levier, celui qui promet de maintenir le fonctionnement discret, obtient un droit de veto sur tout le reste. Et parce que ce changement s'est fait progressivement, il n'a jamais déclenché d'alarme. Chaque étape semblait raisonnable. Chaque ajustement temporaire, chaque compromis pragmatique. Mais ensemble, ils ont reprogrammé les règles. Le comportement politique cessait d'être imposé par la menace. Il a commencé à être imposé par l'exposition. Quand votre survie dépend d'un seul système, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ce qui arrive. Si vous sortez de la ligne, vous le savez déjà. Et une fois que cette logique s'installe, le système n'a pas besoin d'aller vite. Il lui suffit d'attendre. Parce que le premier choc réel n'allait jamais être idéologique. Il allait être opérationnel. Ceci est le premier choc visible. Ce n'est pas l'histoire, c'est le symptôme. Puis quelque chose s'est produit qui semblait mineur, presque procédural. Une décision de ne pas escalader, une menace discrètement retirée,
un geste présenté comme de la retenue. En surface, cela ressemblait à une désescalade, un moment de refroidissement, un pas en arrière au bord du précipice. Mais ce n'était pas cela, parce que rien d'autre n'a ralenti. La pression n'a pas disparu. Elle a changé de forme. À la place de la force, il y avait l'accès. À la place des délais, il y avait des conditions. À la place des ultimatums, il y avait des attentes. Et soudain, le comportement a changé. Pas parce que quelqu'un a été convaincu, mais parce que le coût de la non-conformité est devenu immédiat et personnel. Les revenus comptaient plus que la rhétorique. L'infrastructure comptait plus que l'idéologie. Ce n'était pas une percée. C'était un test pour savoir si un système fondé sur l'oxygène économique pouvait remplacer un système fondé sur la menace. Et cela a fonctionné, ce qui a soulevé une question bien plus dangereuse. Si un seul choc visible peut recalibrer le comportement d'un gouvernement entier, que se passe-t-il lorsque le mécanisme derrière ce choc est pleinement engagé? Parce que ce que vous voyez maintenant est encore la version douce. Voici le mécanisme. Toujours aucune libération. Voici comment le système fonctionne réellement. Pas en théorie, en pratique. Le contrôle ne vient plus du fait de donner des ordres. Il vient de la gestion, des points d'étranglement, la production d'énergie, les revenus d'exportation, l'infrastructure qui transforme les ressources en liquidité. Si cette chaîne reste intacte, le gouvernement survit. Si elle se brise, tout le reste suit. Le levier est donc simple, invisible, total. Tant que les opérations continuent, la coopération est récompensée par la stabilité. Si elle s'arrête, l'instabilité est automatique. Aucune invasion nécessaire, aucun vote nécessaire, aucune annonce nécessaire. La menace n'a pas besoin d'être formulée parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une fois que l'ordre politique d'un pays dépend de revenus ininterrompus, chaque décision devient un calcul de risque, pas sur la légitimité, sur la continuité. Qui en bénéficie est évident. Ceux qui contrôlent l'accès, ceux qui gèrent le système, qui absorbent les dégâts, les tout autant. Tous ceux à l'intérieur du pays qui dépendent de ce flux pour vivre. Et c'est ce qui rend ce mécanisme si efficace. Le coût de la résistance n'est pas abstrait, il est immédiat. C'est pour cela que la crise suivante n'est pas arrivée sous forme de débat. Elle est arrivée sous forme d'accélération. Puis le rythme a changé, pas progressivement, brutalement. Des infrastructures ignorées pendant des décennies sont devenues urgentes. Des systèmes défaillants sont devenus des urgences. Des retards sont devenus des menaces. L'argent s'est mis à circuler. Les promesses se sont amplifiées. Les échéances se sont raccourcies parce qu'une fois le levier prouvé, le système n'attend plus. Chaque jour sans production devient une responsabilité. Chaque retard devient une exposition. Chaque hésitation devient un signal et les signaux sont dangereux. C'est là que l'équilibre devient instable. Pousser trop fort et le système se brise. Avancer trop lentement et le contrôle s'affaiblit. Alors l'accélération devient une politique. Des décisions qui prenaient autrefois des années sont compressées en semaines. La surveillance est requalifiée. En obstruction, la prudence devient de la déloyauté. La logique est implacable. Réparer, sécuriser, maintenir en fonctionnement. Parce que le moment où le flux s'arrête, le mécanisme bascule de la stabilité à la crise, du levier au chaos. Et une fois que cet interrupteur existe, personne ne contrôle vraiment.
Le moment où il est actionné, c'est là. Que les dégâts cessent d'être théoriques, c'est ici. Que cela atteint le spectateur. C'est la partie où cela cesse d'être abstrait. Où le système vous atteint. Parce que lorsque les revenus deviennent la colonne vertébrale de la stabilité politique, tout ce qui est en aval se plie autour d'eux. Les emplois ne disparaissent pas à cause de l'idéologie. Ils disparaissent parce que la production s'arrête, parce que les contrats se figent, parce que les modèles de risque changent, les prix ne montent pas, parce que les dirigeants se disputent, ils montent parce que l'offre hésite, parce que l'infrastructure échoue, parce que quelqu'un, quelque part, décide que le flux peut attendre. Vous ressentez cela comme de l'incertitude, comme de la volatilité, comme le sentiment que plus rien n'est vraiment solide. On vous dit que c'est temporaire, que c'est sous contrôle, que c'est le coût de la transition. Mais remarquez, ce qui manque, vous n'avez aucun vote. Dans le mécanisme, vous n'avez aucune visibilité sur le levier. Vous absorbez que le résultat. Ce système n'a pas besoin de votre consentement. Il n'a besoin que de votre dépendance. C'est pour cela qu'il fonctionne si bien et pourquoi il est si difficile à défaire une fois installé. Parce que au moment où les gens commencent à poser des questions, le système est déjà passé. Au-delà de la responsabilité. Et c'est là que les conséquences cessent d'être locales. Une fois qu'un système comme celui-ci se stabilise, il ne reste pas contenu. Il rayonne parce que les marchés de l'énergie ne respectent pas les frontières. La dépendance non plus. Quand une chaîne d'approvisionnement est reprogrammée, les autres se recalibrent autour d'elle. Les prix changent ailleurs, les alliances se réalignent en silence. Le risque migre. Ce qui semble être un accord bilatéral devient un modèle de référence. D'autres gouvernements observent, d'autres producteurs tirent la leçon. L'accès compte plus que l'autonomie, la stabilité compte plus que la souveraineté. Et soudain, la même logique apparaît dans des endroits différents, des langues différentes, même structure. La paix économique remplace l'accord politique, la conformité remplace le consensus, le système s'étend. Parce qu'il ne s'annonce pas, il n'y a pas de traité à dénoncer, pas d'invasion à condamner, juste de l'infrastructure, juste du capital, juste de la coopération. Et parce que cela est présenté comme de l'efficacité, la résistance semble irrationnelle, voire dangereuse. À ce stade, la question n'est plus de savoir si ce modèle fonctionne. Il fonctionne clairement. La question est ce qui se passe lorsque trop de systèmes sont équilibrés ainsi. En même temps, parce que lorsque tout dépend de tout le reste, la résilience devient une illusion et l'avenir cesse d'être prévisible. À partir d'ici, 3 chemins sont possibles. Aucun n'est propre. Le premier est l'ajustement. Le système tient, les dépendances se stabilisent. Les flux se normalisent. En surface, cela ressemble à un succès. L'esprit se calmante, la coopération continue, le mécanisme disparaît en arrière-plan. Mais l'ajustement AWN coûte parce qu'une fois que la survie est conditionnelle, l'autonomie ne revient jamais complètement. Le système ne se relâche pas. Il devient invisible. Le deuxième chemin est l'érosion. De petites perturbations s'accumulent. La maintenance prend du retard. La confiance s'amenuise. Rien ne se brise. D'un seul coup, tout se dégrade. Chaque décision devient plus prudente. Chaque retard, plus dangereux. Le système fonctionne encore à peine. Et puis, il y a la rupture.
une erreur de calcul, un changement politique, un choc externe. Le flux s'arrête, pas comme une stratégie, comme une conséquence. Et lorsqu'un système fondé sur la continuité perd la continuité, il ne s'effondre pas avec élégance. Il cascade. Le chemin qui émergera ne dépend pas de l'intention, il dépend de la pression. Et la pression est déjà en train de monter. Ce qui reste sans réponse, c'est qui décide du moment où cette pression devient insupportable. Car la dernière partie de ce système est celle qu'il ne met jamais en avant. Ce qui rend ce système si dangereux, ce n'est pas qu'il existe, c'est qu'il paraît raisonnable. Pas de troupes, pas de discours, pas de déclaration de victoire. Juste des accords, juste des investissements, juste la promesse que tout continuera à fonctionner jusqu'au moment où ce ne sera plus le cas. Parce que lorsque le contrôle est intégré à l'infrastructure, la responsabilité devient impossible à tracer. Il n'y a pas une seule décision à annuler. Pas de levier, marqué arrêt. Quand la pression apparaîtra enfin, elle ne ressemblera pas à une prise de contrôle. Elle ressemblera à un dysfonctionnement, un retard, une perturbation que personne ne revendique. Et à ce moment-là, la question ne sera plus de savoir qui l'a provoqué, mais qui peut y survivre. Ce n'est pas l'histoire d'un seul pays, ni d'une seule industrie, ni d'un seul moment. C'est l'histoire d'un modèle qui se propage précisément parce qu'il évite l'attention. Si vous voulez comprendre à quoi ressemble le pouvoir désormais, pas demain, mais déjà, vous devez continuer à suivre le mécanisme. Parce que le prochain chapitre ne commence pas par une crise, il commence par des opérations normales, et c'est là que le véritable danger se cache. Si vous voulez voir où ce système apparaît ensuite et jusqu'où il peut aller, restez avec moi. Cette histoire n'est pas terminée.